Salut à tous, bienvenue dans l'antre. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du projet Ratnik. Ratnik, guerrier en français, Ratnik en russe. Alors désolé pour mon accent russe, ou pour ma prononciation même, il n'y en a pas. C'est un programme qui a vu le jour au début des années 2010 et qui correspond un petit peu à notre programme félin de modernisation du combattant de l'armée russe. L'idée était déjà d'équiper toutes les forces spéciales russes du système Ratnik, communication, localisation et surtout protection de 90% du corps du combattant grâce à un système de gilets, de casques, etc. Comme ça va un petit peu plus vite qu'en France, en 2014, il y avait déjà beaucoup de soldats qui étaient équipés. Les tests ont été conduits, le matériel a été validé et en parallèle, la manufacture Izmash, qui construisait une partie de l'arsenal des AK, a participé au projet Ratnik en proposant un prototype d'AK-12, série AK-200. Vous pouvez voir à l'écran le premier prototype, donc avec ses contrôles de tir ambidextres. On avait un burst de 3, un cran de sûreté séparé, une crosse avec un appui-joue réglable, et surtout on avait la possibilité de changer le calibre rapidement, du 5,45 par 39 au 7,62 par 39, au 7,62 par 51, et oui, autant, et au 5,56, il s'agissait juste de remplacer le canon. Ce prototype n'a pas été validé, et je vous parlais d'Izmash en début de vidéo, c'était renommé à peu près à la même période en Kalashnikov Concern, dans une sorte de conglomérat. Du coup ils ont planché sur un nouveau prototype, celui que vous pouvez voir à l'écran maintenant, le look était assez ressemblant, mais on passe sur une crosse qui est réglable en longueur, exit l'appui-joue réglable, et puis on repart sur un seul sélecteur à 4 positions, sûreté, full, burst de 3 et semi, tout en ayant bien sûr la possibilité de monter les lance-grenades GP25, de monter tout un tas d'optiques dessus, la baïonnette de service. C'était peut-être un petit peu trop de modernité d'un seul coup. Mais ce proto n'a pas été le seul à être présenté, il y a eu d'autres itérations. On croyait le projet AK-12 complètement abandonné, et puis avec surprise, fin janvier 2018, il y a eu un communiqué de Kalashnikov Concern disant l'AK-12 et l'AK-15, donc AK-12 en 5,45, AK-15 en 7,62, ont été adoptés comme armes de remplacement pour l'armée russe. Mais il s'agit d'un modèle différent, plus proche de l'AK-74, même si la mécanique est différente. On va avoir un sélecteur classique, mais 4 positions, sûreté, full, burst de 2 et semi. Il y a également des versions courtes, AK-12K et AK-15K, qui existent comme vous pouvez le voir sur ces images. Et aujourd'hui, je me propose de vous présenter les répliques de ces deux armes, l'AK-12 série AK-200 et celle qui a été adoptée, l'AK-12 de la série AK-400 de chez NPO AEG. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, on retrouve un camouflage décent. Je surkiffe le surpatte. On va commencer donc avec cette AK-12 série AK-200 de chez Kalashnikov Concern, si vous avez bien tout suivi l'intro. Alors je crois que j'ai pas la boîte d'origine pour cette réplique, c'est une réplique que j'ai achetée sur le forum Frontovic. Je l'ai payé 750 €, ce qui n'est pas un trop mauvais prix. C'est donc une réplique qui vient de chez NPO AEG, fabricant russe de répliques d'armes russes. Alors c'est artisanal, ils font pas beaucoup de répliques, tout est fait plus ou moins à la main et en petite série. Donc là ils sont attaqués à cette AK-12, c'était avant que le marché aille à l'autre modèle. Par contre j'ai eu quand même toute la doc en russe. On a tout, on a le démontage de la réplique, un avant-propos, les contacts pour NPO AEG. Le problème principal c'est que je ne parle pas russe. Il y a également le certificat d'authenticité, ici avec le numéro de série unique, 17049. Donc c'est le 49e exemplaire d'AK-12 de 2017. Voilà, produite le 15-05-17. Voilà, ici un autre certificat. Il y avait également des chargeurs dispo avec cette réplique, alors moi j'en ai eu 3 avec cette réplique. C'est vendu avec un chargeur. Ce sont des chargeurs NPO AEG, chargeur type AK-74. Voilà. Oh là là, on dirait des vrais, mais ce sont des vrais. Voilà, ce sont des coques de chez Izmash
qui ont été airsoftisés. Donc là on a un interne de chargeur d'airsoft mid-cap qui a été mis dans une coque de vrai chargeur d'AK. On lit tout et n'importe quoi sur ces chargeurs. Sur certains sites, on lit ils font 100 billes. Sur d'autres sites, dont Red Wolf Airsoft, je vous parle de Red Wolf parce que j'en reparlerai plus tard, on nous annonce des chargeurs à 200 billes. Je suis allé voir moi sur le site NPO AEG directement, ils annoncent 120 billes. Donc on va partir sur des chargeurs mid-cap 120 billes. Et puis cette réplique, ma foi, qui change. Ouais, on n'est pas sur un AK-74 classique, AK-74M. On a vraiment un design qui avait été revu au niveau du prototype. Un entrain des gaz revu, une mécanique interne revue au niveau de la vraie arme. Ici on va rester sur une gearbox V3. Alors ce sont les gearbox que NPO met dans quasiment toutes ses répliques. Ça ressemble un petit peu aux gearbox ATM, pour ceux qui connaissent les gearbox ATM. Donc changement de ressort rapide, micro-switch de détente, des composants internes qui sont pas trop dégueulasses. Un canon 6.02 d'origine, et puis voilà, on a quelque chose ici d'assez lourd, d'assez massif, c'est de l'acier. On est quand même à 3,7 kg sans le chargeur, pour une longueur comprise entre 73,7 et 100 cm. Et oui, on est sur 1 mètre là, crosse déployée à fond, parce que oui, on va avoir une crosse avec une longueur réglable. Au niveau de l'aspect, on est sur cette couleur, cette peinture noire, un peu satinée. Voilà, des répliques NPO qui apparemment correspond plutôt pas mal à la peinture utilisée sur les vrais AK, parce que les vrais AK sont peints, enfin c'est phosphaté et peint. Donc vous voyez ici cette peinture, et puis on voit que le receveur, le corps, a un arrière-goût d'AK, mais ça change quand même pas mal. Il y a plusieurs fonctionnalités qui étaient jugées innovantes. Déjà ici le levier d'armement qui est légèrement tourné vers le haut, derrière lequel on va trouver le réglage du hop-up. Voilà. Et donc sur le vrai AK-12, du moins ce prototype, on pouvait changer le côté du levier d'armement. Ici on peut voir le numéro de série, ainsi que frapper à... ils n'ont pas mis K, 12 545 par 39. Je suppose qu'ils n'ont pas eu le droit de mettre AK-12 pour un problème de réglementation. Alors ça ne vous aura pas échappé, le sélecteur de tir est ambidextre. 4 positions, mais attention, 4 positions qui ne seront pas marquées. Voilà, on a vraiment juste ici un sélecteur qui coulisse. Alors il est quand même relativement dur à actionner, ça va pas se barrer tout seul, et vous n'aurez pas de burst de 3, et l'écran ne vont peut-être pas forcément correspondre à ce qui se passe, c'est à dire que si je suis sur le full, je serai peut-être pas en full, et si je suis sur le semi, je serai peut-être pas en semi, donc on verra ça tout à l'heure. De chaque côté du corps ici on a un cylindre, voilà, et bien ce cylindre il est là pour venir attraper le loquet de la crosse, voilà, et verrouiller la crosse sur le côté. Pourquoi il y en a un de chaque côté? Parce que sur l'arme originale on peut tourner la crosse pour qu'elle puisse se rabattre soit du côté droit soit du côté gauche. C'est pas le cas sur cette réplique. Et puisqu'on parle de la crosse, voilà, crosse en plastique, alors je saurais pas vous dire, c'est vraiment, enfin là encore artisanal, je ne sais pas si c'est de l'impression 3D qui a été rassemblée après, je pense que oui, de l'impression 3D qui a été ensuite poncée ou quoi, avec ici le ressort et le bouton pour le verrouillage, le déverrouillage. On a de chaque côté ici par contre en acier un emplacement Quick Detach pour mettre un anneau de sangle, et puis ici le loquet pour régler une des 3-4 positions. Un anneau de sangle ici sur la droite. Notez également la poignée ergonomique, voilà, qui correspond bien sûr à ce qui se fait sur la vraie arme. Alors elle est confortable, moi j'aime bien. Les emplacements pour les doigts tombent pile poil sous mes doigts, donc moi ça me convient. Et puis ici regardez, le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre, il peut être actionné facilement avec l'index. Et on a ici une pièce qui vient appuyer sur le chargeur pour le maintenir en place. Ici j'appuie, mon chargeur tombe. Et si je suis gaucher, ce qui n'existait pas avant dans l'armée russe, je peux également, voilà,
opérer le bouton d'éjection du chargeur. Le garde-main est également une fidèle représentation de ce qui se fait sur la vraie arme, avec à l'intérieur une tôle dissipatrice de chaleur, donc qui pour nous ne va pas servir à grand chose, mais au moins elle est là. Alors c'est assez brut de fonderie, hein. Certains n'aimeront peut-être pas. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont rajouté un rail en acier ici sur la partie inférieure. À l'avant on a l'attache-sangle, le tube d'emprunt des gaz ici, le tenon pour le lance-grenade, le tenon pour la baïonnette, et ici le cache-flamme. Voilà. Très long, avec un profil particulier. Alors attention, on va pas rayer vos bagnoles en zone neutre avec ça. Moi j'aime assez bien ce design. En plus mon GP25 D-Boys se monte bien dessus, sans modification comme vous avez pu le voir dans l'intro. Alors sur le dessus de la réplique, vous avez un rail Picatinny qui fait quasiment toute la longueur, hein. Voilà, enfin, donc ça s'arrête au tube d'emprunt des gaz. Et à l'arrière, vous avez une hausse graduée jusqu'à 1000 mètres. Voilà. Et à l'avant, le fameux cran de mire, hein, typique à tous les AK. Alors, normalement, on peut le régler en hauteur. Là, il y a de la peinture un peu dessus, j'ai pas voulu forcer. Du coup, il se dévisse pas forcément sans l'aide d'une pince ou quoi que ce soit. Mais ça peut se régler. La visée, bon bah c'est de la visée d'AK, hein. C'est intuitif, on pointe, on tire. Mais là, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas besoin de se faire suer, avoir un optique spécial avec rail latéral et tout machin. On peut mettre un Neotech si on veut, ça passe. Vous voyez ici, hein, il n'y a pas de rail latéral. Alors vous entendez peut-être la réplique craquer depuis le début de cette vidéo. Alors c'est normal, hein, c'est tout simplement parce que je n'ai pas serré ici. D'ailleurs vous voyez, il y a aussi l'attache-sangle du côté droit. Je n'ai pas serré cette pièce, et cette pièce, eh bien, elle va permettre d'enlever le garde-main pour insérer la batterie. Voilà. Ici j'enlève le garde-main. Et je vais retrouver la prise DIN. Alors c'est un DIN large, c'est pas un mini DIN. Vous voyez, tout est bien soudé, tout est très rigide, hein, sur ces AK. Je retrouve vraiment ce qui me plaisait chez NPO, c'est-à-dire on a de l'imperfection parce que c'est de l'artisanal, parce que c'est de l'acalage, donc les modèles de série, ils ont également des imperfections. Mais là, on a une réplique qui a été montée, on dirait, avec plus de soin que le VSS Vintores que je vous ai présenté il y a quelques mois. Donc ici, on va lui mettre une petite lipo. Allez, on est des fous. On va mettre une 11.1. Alors il faut zizouner un peu, hein, parce que entre les longueurs de fil, etc., c'est pas toujours facile ensuite de remettre le garde-main. Si j'essayais dans ce sens-là, oui, bah, tout de suite ça va mieux. C'est juste pas en face en fait. Oui, voilà, c'est que j'étais pas en face en fait. Ensuite ici, je repousse cette pièce et là j'ai une vis 6 pans que je vais pouvoir serrer. Une fois serré, il n'y a plus de jeu dans le garde-main. Voilà, et il n'y a plus ce craquement que vous avez depuis le début de la vidéo, que vous entendez peut-être. J'aime bien le look de cet AK12. Enfin, AK200 du coup, hein, série AK200. Donc là normalement je suis en safe. Donc c'est un blocage mécanique. Si je me mets ici, c'est normalement je crois le full. Bah, j'ai du semi. Si je me mets en burst, j'ai rien. Et si je me mets ici en semi, eh bien j'ai du full. Alors ça, j'ai envie de dire, un titan là-dedans, vous mettez vos petits crans avec le burst et tout le machin, hein. Je pense que c'est faisable. Niveau réactivité, voilà, ça reste du standard, hein, pour une gearbox non modifiée et tout, mais c'est pas mal. Alors au niveau des tests chronie, en sortie de boîte, j'étais à 370 FPS à la B01 avec cette réplique. Je suis allé jouer une fois, elle est passée à 370 au chronie. Je suis allé jouer sur un autre terrain dans une autre asso, elle est passée à 370 au chronie. Je suis allé rejouer une autre partie dans mon asso, elle est passée à 406 FPS au chronie. Je touchais à rien, hein. Je l'ai reprise dans la seconde asso, qui était la MK23,
où je l'avais prise et qu'elle était passée à 370 et elle est repassée à plus de 400. Donc je me suis dit c'est quand même un petit peu bizarre. Mais ça n'est pas un souci car sur cette réplique vous avez un changement de ressort rapide et qui est accessible sans ôter la gearbox du corps. Ici on a dit qu'on pouvait replier la crosse. Mais vous voyez, oh miséricorde, il y a une plaque en acier. Mais si vous avez une petite vis 6 pans. Voilà, est-ce que ça sort? Fastoche. Ici je peux du coup enlever la crosse. Et là regardez, j'ai accès à mon guide de ressort. Et je peux changer mon ressort en 2 temps 3 mouvements. J'ai changé mon ressort. Je remets ici la crosse. Les vis sont en acier aussi, hein. Le tour est joué, je peux aller jouer n'importe où avec cette réplique. Il faut quand même 2-3 ressorts dans une boîte ou dans ma housse à réplique. Mais je peux m'adapter, je peux jouer en CQB si je veux, même si bon avec une canne à pêche comme ça dans les passages de porte, ça va pas être forcément facile. Je veux monter un DMR ou quoi que ce soit, je sais pas, AKDMR ou anti-snipe, voilà, je me mets à 400. Je peux vous dire qu'on a une bonne portée, une bonne précision avec cette réplique. Moi j'ai adoré m'en servir en partie. Donc franchement, enfin, je trouve que c'est une belle réplique, hein. Moi j'aime bien, je suis assez sensible à ce look. Après vous allez me dire, ouais c'est fini à la truelle et tout, c'est dégueulasse. Il me reste une toute petite part de russophile, donc c'est pas le genre de truc qui me choque, hein. Et puis ici on peut transformer ça en prototype, voilà, d'AK15, AK200. Ça passe. Franchement, au niveau compatibilité de chargeur, on n'est pas trop embêté avec ce modèle. On verra que ce sera peut-être pas forcément le cas avec l'AK400. Transition. On va voir maintenant l'AK400. On passe maintenant à la version AK400, donc série AK400 du proto, qui était du coup retenue et qui sera distribuée déjà aux forces spéciales russes. Normalement, les troupes régulières garderont l'AK-74 durant toutes les années 2020 et puis l'AK-12 sera ensuite donné, hein, AK-12 et AK-15. Donc là j'ai la boîte parce que c'est une réplique que j'ai achetée chez Red Wolf Airsoft. Pourquoi Red Wolf Airsoft et pas un revendeur européen? Tout simplement parce qu'il l'avait en stock à 840 $. Au cours du dollar actuel, ça faisait 715 € sans les frais de port et sans les éventuelles taxes, etc. Et puis pour payer, au moins c'est pas chelou. Tu fais un PayPal, t'as la protection des achats, tu reçois pas ton truc ou si c'est pété ou quoi, au moins voilà, t'as de quoi te retourner. C'est pas des gus qui traversent la frontière en bagnole et il faut donner une partie par PayPal entre amis, machin. Enfin. J'ai pas envie de me faire suer, pas envie de prendre trop de risques. À un moment donné, quand on veut ouvrir une boutique en Europe, il faut prendre ses responsabilités et ouvrir des vrais locaux en Europe et faire ça comme il faut, quoi. Donc ça permet de découvrir la boîte NPO AEG. Bon, c'est une boîte en carton de pas très bonne qualité, hein, voilà, il faut le dire. C'est un AEG numéro 1839, donc le 39e de l'année 2018. Je vous le disais, c'est pas des grosses séries de répliques qui font, hein. À l'intérieur, on va retrouver la documentation, le certificat d'authenticité, de test, machin, tout ça. Un autre papier. Je sais pas, c'est peut-être l'agrément de distribution ou que sais-je, je sais pas. Alors, on n'a pas de manuel d'utilisation ici, c'est juste un petit manuel pour le démontage. Enfin, un petit manuel, une feuille recto verso. Pas non plus déconner, ça c'est pas un manuel. Et puis, Red Wolf, lorsqu'ils vendent en France, ils vous mettent la petite fiche légale, ici. Voilà, avec les conseils et les décrets en français. Et puis l'autocollant sur la boîte, comme ça passe en douane, vous n'êtes pas inquiété. À l'intérieur, on a de la mousse compacte, mousse plastique, hein. Alors c'est découpé pareil, un petit peu à l'arrache, hein. Je pense que c'est fait à la main, ça, hein. Un petit peu comme ils peuvent. Bon, l'essentiel c'est que depuis Hong Kong, rien n'a bougé. Vous avez ici la petite étiquette de test, un petit peu AS ou BO, etc. 120 mètres secondes à 0,2. Là on va être encore au-dessus des 400 fps, hein. Un chargeur, voilà, toujours type coque RS de chez Ismash. Voilà, ce sont des chargeurs Plum. Alors chez Red Wolf Airsoft, les chargeurs supplémentaires sont à 45 $, c'est pas donné quand même, hein. Mais rassurez-vous, les chargeurs d'AEG standard sont compatibles avec ces répliques. On testera plus tard quand même.
Et donc cette réplique d'AK12 modèle AK400, hop là, punaise, elle est encore plus lourde que l'autre, j'ai l'impression. Oh vache! Oh. Ah ouais, il y a de l'acier. Hein. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus classique, ça ressemble un peu plus à un AK-74. Je pense qu'ils n'ont pas voulu non plus trop dépayser les soldats. Ils se sont peut-être dit, enfin c'est pas qu'ils se sont dit, c'est que souvent c'est vérifié, l'homme de troupe n'est pas très intelligent, n'est-ce pas? Et comment se mettre tout le monde à dos? Non mais bon, il fallait peut-être pas trop de changements d'un coup. Puis a priori, niveau fiabilité, niveau portée et tout ça, c'est celle-ci qui a remporté les tests. Donc faut pas non plus chercher midi à 14h. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui regrettent ce manque d'originalité parce que on retrouve ici une crosse type un petit peu CTR. Alors attention, ici c'est effectivement une crosse d'Airsoft, une crosse type CTR qui a été adaptée, c'est-à-dire que NPO ici a imprimé ou a moulé, je ne sais pas exactement, je pense que c'est imprimé, ouais. La plaque de couche ressemblante à la K12, par contre la crosse en elle-même n'est pas conforme à ce qu'on peut trouver sur la vraie arme. J'espère qu'on la trouvera un jour. Hop, c'est monté sur un tube 6 positions, alors qu'a priori, sur le vrai AK12, c'est monté sur un tube 5 positions. On va pas non plus s'exciter là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas le faire. Ce qui est sympa, c'est que le tube de crosse est dans l'alignement du canon. Voilà, il n'est pas plus haut, il n'est pas plus bas. Donc au niveau de la position de tir, on va vraiment être en face de nos organes de visée. Et puis dans l'alignement du canon, donc sur la vraie arme, on a vraiment un recul longitudinal, n'est-ce pas, qui arrive directement au niveau de la crosse et de votre épaule. Cette crosse est rabattable à l'aide ici d'un bouton. Voilà, et là on a un mécanisme de rétention, ce qui fait que ma crosse ne va pas tomber. Si je veux la replier, ici avec mon pouce, j'appuie et je replie ma crosse. Alors il n'y a pas de jeu, si. Là je suis en train de vous mentir comme un ouf gueudin. Il y a un léger jeu au niveau de la crosse. Mais franchement là, lorsqu'on épaule, ça ne se ressent pas. On est sur une réplique qui mesure entre 71 et 95 cm et qui pèse 3760 grammes. Au niveau du corps, eh bien on a un corps qui ressemble à du LCT avec ses crans, voilà, de sélecteurs, pas au bon endroit. Donc ont-ils pris un corps LCT? Je ne le sais point, mais peut-être. Et vous remarquerez ici on a vraiment que 3 positions, donc sûreté ici, automatique, semi. Il n'y a pas de burst de coup non plus sur cette réplique. Cela dit, le sélecteur lui est conforme, c'est-à-dire que ici on va avoir une plaquette qu'on peut, voilà, actionner avec l'index ou avec le pouce si ça vous chante. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller vers l'avant comme ça pour actionner votre sélecteur de tir. On peut voir le numéro de série qui a été gravé sur la fausse culasse. Fausse culasse qui ici découvre le réglage du hop-up. La poignée pistolet qui est quasiment identique à celle de l'AK12-200. Il y a quand même quelques petites différences. On verra ça dans la review écrite, bien sûr, sur le blog. De l'autre côté ici, on ne voit pas de marquage, mais on voit qu'il y a eu des modifications, voilà, au niveau des rivets et du corps de la réplique. Alors, il y a peut-être moyen de faire ça un petit peu plus propre quand même. Hein. Vous voyez? Bon, je vous le disais, hein, c'est artisanal. Mais bon, c'est artisanal à 800 balles. Donc, je pense qu'on peut quand même soigner encore un tout petit peu plus la finition de ces répliques. Hein. Au niveau du bouton d'éjection du chargeur, on revient sur quelque chose de classique. Donc ici, il ne sera pas question d'utiliser son index comme ceci. C'est pas ambidextre. On va mettre notre chargeur et puis on va venir ici avec le pouce retirer le chargeur. Le garde-main est également différent. Voilà, donc il n'y a plus d'insert en métal là sur le dessous, c'est tout en plastique. On dirait ouais, effectivement de l'imprimé 3D qui a peut-être été lissé à l'acétone ou que sais-je. Un rail supérieur ici, et puis des emplacements de chaque côté pour venir mettre des petits rails si on veut. Le tube d'emprunt des gaz ici, attachant en dessous, le tenon ici pour le lance-grenade. Du coup, j'ai pas réussi à monter mon GP25, je pense que ça bloque ici au niveau de l'anneau. Il y a le tenon de baïonnette, par contre là ça marche. Et puis le cache-flamme est également différent. Voilà. Alors ça ressemble, mais c'est pas pareil.
Sur l'arme, c'est un cache-flamme Quick Detach. Ici, c'est pas le cas. Je pense que ça se dévisse, mais c'est pareil avec la peinture. C'est pas facile, mais j'essaierai quand même de vous démonter ça pour la revue complète. Au niveau du top cover, vous avez un rail qui fait toute la longueur, avec une hausse ici, graduée jusqu'à 800 mètres. Ça c'est sympa, parce que c'est comme sur la vraie. Et puis vous avez un petit pip sight ici. Voilà. Alors on peut pas le régler en longitudinal. À l'avant, le cran de mire, toujours réglable en hauteur. Donc là pareil, peinture, collé, machin, tout ça. Vous avez pu voir sur la K200, ici sur la K400, il n'y a pas de tige de nettoyage. En fait, il y a un kit de nettoyage qui est situé, me semble-t-il, ici dans la poignée pistolet, avec une baguette qui se visse et tout. On a toujours cette peinture noire typique de chez NPO AEG, et puis cette finition un petit peu brute de fonderie, qui, je vous l'ai déjà dit, a priori correspondrait à des productions sorties d'usine de chez Kalachnikov Concern. Alors je n'en ai pas parlé, ici vous avez un petit loquet qui va servir à enlever le top cover, car la batterie va sous le top cover. Donc ici vous voyez, vous avez une petite vis, elle sert de verrouillage. Donc là je déverrouille, je tire et je peux enlever le top cover pour ici et bien découvrir une connectique Tamiya Mini. Alors pourquoi ils reviennent en arrière? Je ne sais pas. Je sais pas. Déjà, alors ils ont changé ça, mais ils ont changé la gearbox et le moteur. C'est plus pareil. Il n'y a plus de changement de ressort rapide, il n'y a plus de micro switch. C'est une gearbox GEG et c'est un moteur GEG Ifrit 25 000 tours minute. Très bon moteur, hein, je dis pas. Mais d'un coup comme ça, voilà, ils se sont dit tiens, on va changer. Alors est-ce que c'est parce qu'ils travaillent un petit peu avec du brick et du broc et qu'ils aient pu leur gearbox qu'ils mettent depuis 2015 dans leur réplique avec les micro switch, le changement de ressort rapide et tout? Ou est-ce que c'est un nouveau standard, ils se sont dit tiens, on va voir un petit peu si on récupère un petit stock de gearbox GEG pour faire notre AK12 AK400 là. Je sais pas trop. Le canon c'est pareil, on avait un canon plus ou moins nickelé 602. Ici vous voyez sous le fusible, hop là, on retrouve un canon en laiton. Donc je regarderai son diamètre et tout, c'est un petit peu bizarre. Bon, vous voyez ici le système de rétention du top cover du coup. Ici ça ne bouge plus, hein. Et là en fait cette pièce va venir se coincer là-dessous. Et ensuite c'est notre verrouillage là qui va prendre le relais. On peut balancer le garde-main vers l'avant. Voilà. Ça permet de voir quelques soudures, etc. Pour le remontage, on fait coulisser. Hop. Ici pareil. Alors attendez, il faut que je mette une batterie quand même. Alors du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Enfin, il y a de la place, mais il va falloir jongler un petit peu avec les longueurs de câbles. Ça dépend des batteries. Bon, moi j'utilise des batteries Energy Airsoft qui ont des câbles relativement longs. Il y a peut-être moyen de raccourcir tout ça. Mais bon, il va falloir faire cohabiter tout le monde dans ce top cover. Notre loquet, il faut qu'il soit vers le haut. Et moi, je l'ai mis vers le bas. Donc ici, je suis bien verrouillé. J'appuie et je rabats. Si tout se passe bien, j'aurai du jus. J'aurai 406 FPS de jus, donc en auto et en semi. Bon, il y a le moteur Ifrit, hein, donc ça va être pas mal. Ah, franchement, on a une belle réplique. Enfin, je dois vous avouer que comme pas mal de monde, je suis un peu plus réceptif au look un petit peu plus original de l'AK200. Mais cet AK400 est une réplique quasiment fidèle à l'original. On peut parler de la crosse. Il y a certainement d'autres petits détails qui m'ont échappé, dont le sélecteur de tir, effectivement, parce que j'ai pas d'AK400 réel sous la main pour comparer. Mais lorsqu'on regarde les photos, c'est quand même pas mal. Et regardez, ce qui est sympa, c'est qu'avec un chargeur polymère type 762, ici un AT-Mag, je peux switcher de l'AK12 à l'AK15 en vraiment très peu de temps. Voilà. Si vous préférez le 762, je veux dire, on fait de l'airsoft. Hein. Là, ça passe. Faudra faire attention, cela dit, il y aura peut-être des petits ajustements à faire selon la marque de vos chargeurs. Les ajustements de la K200 étaient un petit peu moins serrés, ce qui fait qu'on avait plus de marge pour mettre des chargeurs de marque
tierce quoi. Là je vous laisserai voir avec vos chargeurs et puis s'il faut modifier, bah, je vous fais confiance, vous modifierez. Hein. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ces deux AK de chez NPO AEG. Alors est-ce qu'il faut payer 700, 800, 900 euros pour un AK12 ou pour une réplique NPO AEG? Moi je le fais parce que je suis passionné, parce que ce sont des modèles qui m'intéressent et parce que voilà, je salue l'initiative. C'est de la petite série, etc. Ça n'excuse pas certains défauts, mais j'ai l'impression qu'ils font un petit peu avec ce qu'ils ont et puis avec un budget assez limité. En général, il n'y a que ceux qui restent assis sur leur chaise à se croiser les pouces qui se trompent jamais. Hein. À bon entendeur. Je voulais vous montrer un petit truc quand même qui m'a fait frétiller le slip. C'est le RPK16. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est bien ça, oui, j'aime bien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à bon escient si possible. Dites-moi ce que vous pensez de ces répliques. Dites-moi si vous avez du NPO, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous en êtes pas content. Est-ce que vous avez craqué pour un de ces AK12, que ce soit l'AK200 ou l'AK400. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Est-ce que vous avez eu aussi la gearbox Guegui dans votre AK400? Pour l'instant, il n'y en a pas des masses sur le marché, hein. Ça c'est la 39. Mais voilà, dites-moi tout, dites-moi si vous êtes satisfait ou non de la marque, de vos répliques. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes les news de l'antre sur la page Facebook, les reviews complètes avec les tests de tir sur www.l'entredunhago.com. On va se faire un petit flyby de ces répliques, et puis moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.